Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Florence. Bonjour Magali. Je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui pour une vidéo sur Vibre Magazine. Et c'est une vidéo un petit peu particulière parce que c'est la première. Et il y a une petite anecdote en ce qui nous concerne, c'est que nous sommes toutes les deux belges et que nous habitons toutes les deux dans la même région en France. Donc voilà, c'est chouette que ce soit cette première avec une belge habitant dans la même région que moi. Alors Florence, tu es éducatrice spécialisée ainsi que thérapeute. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ton parcours ? Alors, mon parcours, effectivement, j'ai commencé à travailler comme éducatrice spécialisée et essentiellement auprès des enfants en difficulté, dans la protection de l'enfance, etc. Et à l'époque, j'avais cette motivation qui était de travailler aussi avec les parents, parce que pour moi, pour bien aider les enfants, il fallait que les professionnels et les parents travaillent ensemble. Et donc, j'essayais de me rencontrer, etc. Et ça ne fonctionnait pas très bien. Quelle que soit l'approche, que ce soit des rendez-vous très formels, que ce soit des trucs un peu plus sympas, comme des petits déjeuners des parents, des choses comme ça ne fonctionnait pas. Et à l'époque, on parlait beaucoup des parents démissionnaires. Donc voilà, on en était arrivé un peu à cette conclusion. Les parents ne viennent pas parce que ils s'en fichent un peu de ce qui se passe pour leur enfant et ils ont jeté l'éponge. Ce qui est très culpabilisant pour les parents. Effectivement, effectivement. Et donc cette motivation ne m'a jamais quittée malgré tout. Et en avançant dans les années, en changeant de boulot en boulot, j'ai eu l'occasion de travailler avec d'autres parents et qui m'ont permis vraiment d'avoir une autre vision. Et à l'époque, avec ces autres parents-là, qui étaient des parents en très très grande difficulté, avec des problèmes de toxicomanie grave, etc., j'animais des groupes de parole notamment. J'étais jeune maman moi aussi à l'époque. Et je me suis rendu compte que toutes les questions qui se posaient, c'était les mêmes questions que moi je me posais en tant que jeune maman, et c'était les mêmes questions que la plupart des parents autour de moi se posaient. Et finalement, j'ai compris que ces parents qu'on voyait comme étant démissionnaires, c'était tout simplement des parents qui avaient la pétoche devant les professionnels, qui se sentaient jugés, qui n'osaient pas venir parce que, en plus, leur enfant était placé ou était accompagné, donc ils avaient des difficultés. Donc, on allait les voir comme de mauvais parents, comme de mauvaises personnes, etc., etc. Et j'ai pu comprendre que la plupart des parents étaient dans cette optique-là, dans cette vision-là de la peur des professionnels, parce que les professionnels, évidemment, savent, ils sont parfaits, et ils vont évidemment juger les parents imparfaits qu'ils sont. Et tu peux nous dire, finalement, quelles étaient ces questions que se posaient ces parents en difficulté, mais que tu as remarqué que tous les parents, et toi-même, vous posiez ? Eh bien, la plus grande des questions, c'est la question des limites. D'accord. Voilà. Est-ce qu'il faut vraiment mettre des limites ? Pourquoi ? Lesquelles ? Jusqu'où ? Pour les parents qui étaient séparés ou qui voyaient moins leur enfant, c'était comme je le vois peu, si en plus je lui dis non, est-ce qu'il va encore m'aimer ? Voilà, c'est beaucoup de questions autour des limites. Aussi la question du transgénérationnel, voilà, est-ce que comment ne surtout pas faire comme mes parents, comment ne pas reproduire leurs erreurs, ou au contraire comment être à la hauteur de mes parents qui étaient si merveilleux. Donc voilà, beaucoup de questions très simples et très complexes à la fois qui reviennent. Ouais. Moi, dans ce que tu dis, j'entends aussi la question de la peur du désamour. Ah oui, mais ça c'est très récent dans la parentalité. Le lien avec l'enfant, c'est quelque chose de très très récent. Ça fait que quelques décennies qu'on est dans cette optique-là, et c'est encore plus récent de se dire qu'on a envie d'être aimé par notre enfant. C'est des questions qu'on ne se posait pas il y a 70 ans. Ok. Est-ce que ce ne sont pas des questions qu'on se pose tout court, au-delà de la parentalité ? Si on va être aimé ou pas, oui, bien sûr. Mais et qu'on ne se posait peut-être pas avant et qui aujourd'hui deviennent prégnantes dans notre vie. Oui, parce qu'on est beaucoup plus attentif à nos besoins et
On est des êtres sociaux de toute façon. On est fait pour être en relation. On a besoin d'amour pour se construire dès le départ. Et l'amour ne venait pas des mêmes personnes il y a quelques siècles ou quelques décennies. Voilà, ça a évolué. Mais on a toujours eu besoin de ça pour pouvoir se construire, pour devenir un être autonome et pour pouvoir créer des relations avec d'autres personnes plus tard. Donc ça, c'est un des besoins fondamentaux, c'est le besoin d'attachement. D'accord. Alors, si tu avais quelques conseils pratiques à donner aux auditeurs de Vibre Magazine pour être, entre guillemets, de bons parents, qu'est-ce que tu leur proposerais? Alors, déjà, j'aurais envie de leur dire de se faire confiance, parce que ça, c'est quelque chose qui se perd beaucoup, et c'est normal, parce que au fil du temps, on est venu avec de plus en plus de pression, d'exigence envers les parents, et même dans toutes les sphères de notre vie, hein, mais pour les parents particulièrement, notamment parce que l'enfant, il a une place différente d'avant. Maintenant, il est le centre de la famille, il est un objectif du couple. Donc, c'est plus du tout la même chose que quand ils étaient des satellites, hein. Parce que les connaissances dans le développement de l'enfant ont évolué d'une manière absolument phénoménale dans les décennies. Et aussi parce que depuis 1989, ce qui est quand même récent, on a la Convention internationale des droits de l'enfant qui stipule qu'il y a un intérêt supérieur de l'enfant. Et donc, l'intérêt supérieur de l'enfant, c'est quoi? C'est qu'on doit répondre à ses besoins parce qu'il a des besoins particuliers. Et que voilà, c'est prioritaire, ça passe avant, on est très attentif à ça. Autant les personnes que les États d'ailleurs. Donc, voilà, tout ça pour dire qu'il y a une grosse pression sur les parents, avec des grosses étiquettes aussi qui viennent, notamment la parentalité positive. On nous en sert à toutes les sauces depuis quelques années. Et en plus, c'est très mal compris parce que c'est tellement médiatisé que finalement, c'est un peu le téléphone arabe, les informations se donnent et puis certaines se perdent. Et on a cette vision de la parentalité positive qui est de répondre absolument aux besoins de l'enfant parce que c'est très, très important et que c'est comme ça qu'il va se construire, être heureux et ne pas devenir un terroriste. En gros, hein, c'est ce qu'on peut parfois entendre. Mais on oublie que oui, c'est très important de répondre aux besoins des enfants, mais qu'on confond besoin et désir. Et donc, on ne va pas répondre à tous leurs désirs. Et que dans ces besoins, il y a un besoin qui est hyper important et qu'on oublie, qui est le besoin de structure, qui est le besoin de règles, de repères, etc. Et donc, on confond la parentalité positive avec le laxisme. Ce n'est pas du tout le cas. Donc, ce qui est important, c'est de répondre aux besoins de l'enfant, en n'oubliant pas que nous aussi, on a des besoins et que donc, il y a des limites, hein, parfois. Voilà, on ne peut pas toujours répondre aux besoins. Que cette idée de l'intérêt supérieur de l'enfant, ce n'est pas un objectif à atteindre du tout. C'est un repère vers lequel tendre uniquement. Donc, on ne va pas oublier qui on est, nous, en tant qu'adultes, avec aussi nos besoins, avec nos émotions, avec notre fatigue, avec tout ça. Mais on va pouvoir mettre des limites et parfois, au fur et à mesure que l'enfant grandit, pouvoir lui dire d'attendre un peu, lui dire que là, c'est pas possible, que ça, c'est non. Voilà, ça, c'est des choses importantes. Et au lieu de se dire, je vais répondre absolument aux besoins de mon enfant, on va pouvoir se repérer à un autre modèle qui n'est pas du tout éloigné de la parentalité positive, mais qui a une étude, voilà, c'est une étude française, qui a mis en évidence ce qui était important dans le lien parent-enfant. Là, il y a 3 choses. Il y a le fait qu'ensemble, on va essayer de comprendre les besoins de l'un et l'autre. Les comprendre, ça ne veut pas dire absolument y répondre. Donc, ça laisse déjà aussi un petit peu de recul, de relativité. Donc, on va essayer de comprendre ses besoins, mais on ne va pas oublier les nôtres et on va aussi lui expliquer nos besoins à nous. La deuxième, c'est qu'on va prendre du plaisir. Et ça, avec toutes ces injonctions finalement éducatives, on oublie que le plaisir, il est central. Et on devient, on oublie la spontanéité finalement, et elle est importante aussi. Donc il y a cette notion de plaisir et cette estime de soi. Alors l'estime de soi, c'est l'estime de soi de l'enfant. On va favoriser son estime de lui et on ne va pas oublier la nôtre non plus. Et comme on prend du plaisir et qu'on essaie de comprendre les besoins de l'un et l'autre, eh bien on va aussi avoir une meilleure estime de nous-mêmes.
Donc, ces 3 points-là sont vraiment centraux. Et si on se dit ça, si on regarde notre pratique éducative, même si parfois on pète un câble, même si parfois on est crevé, qu'on n'y arrive pas, qu'on aurait bien voulu mettre les limites, mais on a lâché, mais on se pose la question, en général, dans ma parentalité, comment c'est? Est-ce que j'essaye de comprendre les besoins? Oui. Est-ce que je prends du plaisir avec lui? Oui. Et il y a plein de façons de prendre du plaisir ensemble. Et est-ce que j'ai une bonne estime de moi? Est-ce que j'ai une bonne estime de lui? Et la plupart du temps, ce sera le cas. Et si on se réfère à ça, plutôt que de se dire « Ouh là là, je lui ai parlé de telle façon, j'ai dit tel mot, j'aurais pas dû le dire, etc. » ça va déjà être plus léger. D'accord. Une petite question, Florence. Tu parles de différence entre besoin et désir. Ouais. Alors, j'entends bien, mais en tant que parent, comment est-ce qu'on peut faire la différence entre l'un et l'autre? Est-ce qu'il y a finalement, là aussi, des repères qu'on peut utiliser pour se dire, bon, là, je suis face à un besoin réel de mon enfant, parce que j'imagine qu'en plus, il n'y a pas une cartographie générale du besoin des enfants et que tous les enfants ont les mêmes besoins. Ou pouvoir se dire, non, là, je suis face à un désir auquel je n'ai pas nécessairement l'obligation et même auquel peut-être il n'est pas nécessairement bon d'accéder ou en tout cas d'accéder maintenant, parce que j'ai bien entendu que tu parlais de on peut attendre un peu, on peut, voilà. Mais en même temps, quelle est la différence entre besoin qui doit être rempli immédiatement, hein, je pense à un nouveau-né qu'on doit nourrir, c'est un besoin qu'il faut, enfin les nouveau-nés n'ont peut-être pas trop de désir, tu me diras, mais voilà, il y a des besoins qu'on peut pas retarder. Donc, faire la différence entre ses besoins et les désirs. Alors, c'est vrai que c'est pas facile du tout. Et bien souvent, un désir va cacher un besoin. Je prends un exemple. L'enfant va absolument vouloir jouer à un certain jeu à la maison et c'est pas autorisé maintenant et voilà, on lui a dit non, c'est pas possible ou c'est l'heure du repas et donc là c'est un désir de vouloir jouer, mais il y a un besoin qui est là derrière qui est probablement plus de l'ordre du lien. Et ça c'est quelque chose qui va être important. Alors effectivement, tous les enfants ne vont pas avoir les mêmes besoins ou les mêmes intensités de besoins. Par contre, il y a des repères aussi là qu'on peut avoir. Alors il y a plein de théories sur les besoins, il y a plein de classifications. Moi, j'en aime bien une, et c'est justement d'un professeur de l'université de Mons, donc un Belge, qui a classé les besoins affectifs, les besoins cognitifs et les besoins sociaux. Et il y a 3 sous-besoins dans chacune de ces catégories, au niveau des besoins psychologiques en tout cas, parce que le physiologique, voilà, ça semble évident. Il y a le besoin d'attachement dont je parlais tout à l'heure. Oui. Donc, ça va être important dès le départ, dès les premiers jours de l'enfant, d'avoir un lien, d'avoir un adulte qui va venir de manière régulière, adéquate, répondre à ses besoins. Plus il va grandir, moins ça va être urgent, mais il a toujours besoin de créer ce lien-là. Ce seront des personnes particulières pour lui, des figures d'attachement, qui vont lui permettre toute une évolution au niveau relationnel. Donc il y a ce besoin-là, il y a le besoin d'acceptation. Donc l'enfant, et d'ailleurs ces besoins-là, petite parenthèse, ils sont toujours valables à l'âge adulte. Oui, bien sûr, bien sûr. Ça démarre dès le départ, dès l'enfance. Et quand ça démarre mal, c'est compliqué à l'âge adulte. C'est compliqué, mais voilà, tout est toujours réversible. Il y a toujours moyen de... Ouais, heureusement, sinon on ne ferait pas ces boulots. Donc, j'ai besoin de savoir que je suis acceptée telle que je suis, avec mes particularités, mes qualités, mes défauts. Voilà, si on met ces étiquettes-là. Telle que je suis aimée. Et j'ai besoin d'investissement. Donc, ça veut dire qu'en tant qu'enfant, j'ai besoin de savoir que mes parents ont un projet pour moi. Avoir un projet pour moi, ça ne veut pas dire qu'ils vont décider que je vais être médecin, être mariée avec 2 enfants, mais simplement de se dire, on a envie qu'ils soient heureux, qu'ils fassent des choses, qu'ils évoluent, qu'ils soient en relation, etc. Donc le deuxième axe cognitif, alors il y a le besoin de stimulation. Alors celui-là, j'ai presque envie de le mettre en parenthèse parce que les enfants sont surstimulés. La stimulation, ça ne veut pas dire faire des activités, ça peut être simplement lui parler. Lui parler vraiment en le regardant, ça stimule. Faire des choses avec lui. On n'est pas obligé de jouer avec lui aux petites voitures ou à la poupée, etc. On peut tout à fait partager, et ça je reviens avec cette notion de plaisir, partager un hobby qu'on a, quelque chose qu'on aime faire la cuisine, bricoler, etc.
Donc voilà, la stimulation, l'expérimentation, il a besoin d'apprendre, il a envie d'apprendre, il a envie d'essayer de nouvelles choses, il est curieux par essence. Donc il y a ce besoin-là. Et le besoin de renforcement, donc il a besoin d'entendre ou de voir que ce qu'il fait, c'est bien, c'est pas bien, qu'il a progressé, etc. D'avoir un feedback finalement sur tous ses apprentissages. D'accord. Il a des besoins sociaux, il a besoin de communication. Besoin de communication, c'est pas simplement parler, c'est le fait de comprendre et d'être compris. Et donc là, on peut faire le lien encore avec cette idée d'essayer de comprendre les besoins. Okay. Je cherche à comprendre. Ça ne veut pas dire que ça fonctionne, mais en tout cas, je cherche à comprendre et je cherche à... L'intention, en tout cas, est là. Oui. Besoin de considération, c'est un peu le pendant social de l'acceptation. Donc, c'est j'ai ma place dans la société, dans le monde, je suis quelqu'un, je suis vu comme quelqu'un de bien. Et le dernier, qui pourrait être le premier, c'est le besoin de structure. Donc, j'ai besoin d'avoir des règles, des repères pour me sentir en sécurité. Et puis, je suis capable de les respecter, ces règles-là. Donc ça, c'est un peu des repères que nous aussi, on peut avoir en tant qu'adultes. On a ces mêmes besoins-là. Si ces besoins-là ne sont pas satisfaits, on ne se sent pas super bien. L'enfant, ça va être la même chose. Et donc, on peut, quand on voit qu'il y a un comportement problématique pour nous, se demander, tiens, de quoi est-ce qu'il a besoin là? Est-ce qu'il se sent accepté tel qu'il est? Voilà, il va faire plein de conneries pour voir qu'en fait, je continue à l'aimer malgré ça. Que ça, c'est autre chose. Je ne suis pas d'accord avec ce qu'il fait, structure, mais je t'aime quand même. Voilà, ça, c'est quelque chose qui va. Ok. Eh bien, Florence, je te remercie pour ces conseils. Nos auditeurs pourront retrouver dans une fiche, puisqu'on a un annuaire des co-créateurs, les coordonnées de tous nos contributeurs, de tous nos co-créateurs. Donc, s'ils veulent prendre contact avec toi, ils pourront le faire. Et j'espère que nous aurons l'occasion à nouveau de partager, d'échanger sur Vibre Magazine. Et en tout cas, je te remercie beaucoup d'avoir participé à cette interview très intéressante. Merci à toi. Et merci à toi pour ton invitation. Mais avec un grand plaisir. Et puis, au revoir à tous et à toutes et belle journée à vous. À très bientôt.